Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 11 octobre qui marque donc le mois de consommation locale. Je parle bien sûr du mois d'octobre. Et à cet effet, les activités entrant dans le cadre de la 5e édition de cette célébration ont été lancées ce jeudi, donc hier à Kbalibé. On découvrira un groupe qui s'est donné comme tâche l'assistance aux orphelins. Mais au Togo également, les autorités ont estimé que le conflit entre agriculteurs et éleveurs, surtout transhumants, s'apaiseront avec l'installation des zones d'aménagement et de production bovine. Mais est-ce qu'elles ont vu juste en optant donc pour cette politique? On fera le débat d'un instant à l'autre. Vous êtes sur One TV et c'est One Money, c'est parti. On retrouve Baker Sanguita pour parler revue des titres. Baker, bonjour. Bonjour Amitolo, bonjour à toutes et à tous. L'économie et la politique donc vont dominer la presse de ce jour. On commence donc par les questions économiques et ceci au Togo où les performances économiques dans plusieurs domaines sont évoluées, sont du moins rapportées par les canards ce matin dans leur publication. Et c'est Togo Réveil qui met en avant le rôle réformateur du Togo aux côtés de l'île Maurice et du Rwanda qui sont désignés comme les meilleurs réformateurs en Afrique subsaharienne. Cette reconnaissance internationale souligne les efforts du Togo soutenus en matière de réformes économiques et administratives. Du côté économie et développement, le journal fait écho à l'excellent climat des affaires au Togo, classé comme premier pays en Afrique de l'Ouest pour l'investissement selon le rapport Business Ready. La fiabilité économique et la sécurité des investissements sont aussi au centre de l'attention. Cependant, le journal attire également l'attention sur une arnaque dénoncée par l'OTR, l'Office togolais de recettes, relative à une fausse vente aux enchères de véhicules annoncée pour le 12 octobre 2024. Et dans le domaine du développement maritime, le processus de dématérialisation complète des documents au port autonome de Lomé est souligné comme une avancée majeure. Le jour plus en Côte d'Ivoire, quant à lui, met en lumière l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la valorisation énergétique à travers les audits obligatoires et la performance remarquable du port autonome d'Abidjan qui a été hautement désigné pour donc sa gouvernance. Et justement, on reste en Côte d'Ivoire où les débats politiques, surtout autour des prochaines élections présidentielles, notamment l'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale, font débat. Et le quotidien d'Abidjan met l'accent sur le grave dérapage de Kuibert Koulibaly, président de la commission électorale indépendante suivie devant les députés. Le journal souligne que ce dernier semble jouer un jeu dangereux en s'appropriant les responsabilités qui ne lui reviennent pas, comme l'a rappelé Koné Katina avec sa déclaration. Ce n'est pas Kuibert qui valide les candidatures. De son côté, le jour plus se concentre sur la présidentielle de 2025 en déclarant sans abadge, c'est fini pour Gbagbo. Selon le quotidien, l'ancien président ivoirien serait écarté, n'étant ni électeur ni candidat. Le canard déchaîné de son côté revient sur la prétendue perte de droits civiques et politiques de Gbagbo, affirmant que l'ancien chef d'État, loin d'être neutralisé, empêche Ouattara de gouverner en rond. Le journal se penche également sur les propos de Koné Katina qui renvoie Kuibert aux décisions de la CPI tout en rapportant l'appel lancé par le PPACI à la formation du Fonds unique contre ce qu'il qualifie de dérive du RHDP après l'incarcération de Charles Rodel Dosso.
Les réactions face aux rumeurs concernant la mort et surtout la santé du président Paul Biya au Cameroun continuent donc d'alimenter la une de beaucoup de canards. Et Cameroun Tribune titre manipulation de trop en dénonçant les fausses informations sur l'état de santé du chef de l'État en ce jour à l'étranger. Selon le journal, cette manœuvre est orchestrée par des esprits mal intentionnés, une manipulation similaire à celle d'il y a 20 ans. La classe politique réagit fermement condamnant cette désinformation. En écho, Mutation Quotidien s'interroge avec un ton plus provocateur sous le titre Paul Biya, le fantôme, saison 2. Le journal évoque des informations contradictoires circulant sur l'état de santé du président et compare la situation actuelle au scénario de 2004 quand des rumeurs similaires avaient émergé. Le pouvoir, cette fois encore, rapporte un démenti cinglant. De son côté, The Guardian Daily titre avec ironie The Killed Rumor That Killed Biya. En abordant la question sous un angle différent, le journal rapporte les tentatives de faire taire les fausses rumeurs sur la mort supposée de Paul Biya tout en mettant en lumière d'autres sujets tels que la situation à Ibadato où le gouverneur de la région sud-ouest a donné un ultimatum pour retrouver un fonctionnaire enlevé, fermant temporairement des activités socio-économiques de ce côté. Merci donc à vous, Baké, pour cette revue. Ce sera aussi tout pour cette semaine. On vous retrouve lundi pour continuer la mission. Merci donc pour votre participation et engagement. Alors, place maintenant à l'instant du jour. Nous sommes dans le mois de consommation locale. Ce jeudi, les activités entrant dans le cadre de la 5e édition de cette célébration ont été lancées à Palibé. Occasion pour Boris Tchota qui a rencontré un groupe d'acteurs engagés dans le social. Eux, ils consacrent leur temps aux orphelins et nous les fait découvrir à travers cet élément. Notre association s'appelle Association culturelle et artistique Zogwadi du Togo. En abréviation, on l'abrévie à ACAZOT. Nous dansons, nous faisons la promotion de la culture du Togo et de l'Afrique. Nous voulons sauvegarder nos cultures, nos danses, nos chants et nos percussions togolaises et africaines. Mais nous n'intervenons souvent pas seulement par les danses et les chants, mais nous intervenons aussi du côté social et humanitaire. Nous avons des enfants orphelins et démunis que nous soutenons beaucoup. Donc notre association est créée en août 2003. Nous avons choisi d'aider les enfants parce que il y a certains parents qui n'ont pas de moyens, il y a certains parents qui ont des moyens mais ils ne veulent pas soutenir leurs enfants, et il y a certains parents aussi qui sont décédés vite. Donc ces enfants-là sont l'avenir du demain. Donc si nous ne les soutenons pas, nous ne venons pas en aide à ces enfants, peut-être demain c'est eux qui deviendront des brigands, des malfaiteurs qui peut-être vont nous couper la route demain. Nous faisons que la musique traditionnelle, les créations des percussions, des chants et des danses traditionnelles du Togo et de l'Afrique.
La danse, en général, la musique, c'est du sport. Quand tu danses, tu fais du sport 2 fois. Donc nous avons voulu rester longtemps en vie. C'est pourquoi nous avons choisi de faire cette musique. Donc cette musique, tu dois le faire chaque jour, chaque jour. Donc tu as la santé garantie. Qui est bien prêt ici et bien vous dansez tout le temps, vous faites de la musique traditionnelle, vous avez la santé qui est garantie. Place maintenant à la causerie. Je vous le disais donc au début de cette émission, au Togo, les autorités ont imaginé que les conflits entre agriculteurs et éleveurs transhumants s'apaiseront avec l'installation des zones d'aménagement et de production bovine. Même s'ils ne sont plus récurrents ces incidents, on en note quand même par zone. Or, la transhumance est une manne au service de la croissance économique. Au Togo, par exemple, dans les plateaux, cette activité aurait généré aux caisses communales 658 millions de francs CFA entre 2020 et 2022. Aussi est-il important de rappeler que le sous-secteur de l'élevage, selon un rapport de la FAO intitulé « Revue des filiales bétail, viande et lait et des politiques qui les influencent » paru en 2017, et bien ce sous-secteur représenterait 16,5% du produit intérieur brut agricole et plus de 6,7% du produit national togolais. Alors, agriculture et transhumance, levier pour une cohabitation pacifique, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, on sera donc en compagnie de Kéziré Soboli. Soulé, vous êtes président de l'association Le Civisme. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'est Baldé Abadouri, responsable coopérative laitière du Togo, en même temps président de l'association de l'Union des ressortissants de la CEDEAO. Monsieur le Président, merci d'être là. Merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, les agriculteurs togolais ne supportent pratiquement plus la présence du bétail qui dévaste la plupart du temps leurs champs. Or, ces peuples se connaissaient depuis des nuits, des temps. Alors, c'est quoi aujourd'hui le problème selon vous, M. Soboli? Je vous remercie pour l'invitation. Je tiens à remercier le personnel de la télévision. Le problème de la transhumance entre éleveurs et agriculteurs s'intensifie et vraiment ça donne de l'insomnie, surtout aux agriculteurs. Dans la mesure où aujourd'hui, avec le problème du climat, le problème de l'augmentation de la population des champs, et vraiment les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Surtout que le respect mutuel n'existe presque pas entre les éleveurs et les agriculteurs, car les deux se complètent, je peux dire, dans notre manger quotidien, nous en avons besoin, et les deux aussi ont besoin de la terre. Si on prend l'exemple des éleveurs, eux, ils sont sur la terre. Les agriculteurs, eux, ils font pousser leurs produits sur la terre. Donc les deux ont besoin de la même terre. L'un a besoin de l'autre. Et l'un, lui, est fixe, et l'autre, lui, bouge. L'agriculteur, lui, est sur place, le champ ne bouge pas, mais l'éleveur, lui, il bouge. Donc, dans la mesure où il est à la recherche de la pitance de son troupeau, donc des fois, il y a des accointances entre les deux. Président Amadou Ouri, on sait très bien que vous l'avez déjà rappelé sur ce plateau, l'élevage, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais la récurrence des conflits entre les deux personnages, agriculteurs et éleveurs, c'est de plus en plus récurrent. Qu'est-ce que cela
Est-ce que c'est les raisons que le président du civisme vient d'évoquer qui sont vraiment les raisons fondamentales pour lesquelles les deux communautés ne s'entendent plus aujourd'hui, à savoir que les terres sont de plus en plus réduites, il y a beaucoup de bouches à nourrir et les bêtes sont également en abondance? Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci aussi à vos téléspectateurs qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Bon, cette affaire d'histoire de transhumance, comme vous le savez, c'est une histoire millénaire qui est vieille comme le temps. Mais bon, comme vient de dire notre frère Souley, le problème qui fait qu'actuellement le problème s'intensifie entre les deux communautés, là, c'est le fait que bon, l'espace se réduit au fil du temps entre communautés éleveurs et agriculteurs. Mais les programmes pris par l'État togolais, ce qui concerne les zones d'aménagement productif, dans toutes les 5 régions du Togo, je crois que c'est l'une des pistes qui peut nous amener à réduire ce problème de la transhumance. Oui, on va en venir aux solutions, mais puisque nous devons graduellement évoluer, aujourd'hui on a comme l'impression que c'est beaucoup plus les éleveurs étrangers qui dérangent. Non, vous savez, les éleveurs, on ne peut pas dire qu'il y a des éleveurs étrangers. Parce que vous avez dans le statut communautaire, il y a des citoyens communautaires maintenant. Il n'y a pas des étrangers, les Maliens ou des choses, on ne peut pas les caler des étrangers au Togo maintenant. Parce que c'est des citoyens communautaires. Est-ce que il y a la règle le règlement de la transhumance qui stipule que les éleveurs de ces pays-là peuvent faire le mouvement dans les pays côtiers, même si certains pays ont suspendu le règlement depuis 2020. Mais à partir du moment où ceux qui sont sur le territoire, eux aussi, ils sont souvent en mouvement d'une région à une autre. Ceux qui sont par exemple dans les régions des savanes, quand la saison sèche arrive, ils font mouvement vers la côte. Même si ce n'est pas forcément des Burkinabés ou des Nigériens, c'est des gens d'Apan ou de Mango ou dans la zone de Bassar qui reviennent vers les plateaux, les régions maritimes. Ce qui fait que c'est une histoire qui est récurrente. Mais le problème qui fait que le problème persiste maintenant, c'est le fait que maintenant l'espace se réduit et l'éleveur aussi, lui aussi, son objectif principal c'est de maximiser ses troupeaux. Or que l'éleveur aussi, l'agriculteur aussi, travaille tous les jours comment améliorer sa productivité, comment avoir des outils modernes pour agrandir son espace productif. Vous voyez, c'est des facteurs qui ne peuvent pas converger. Chacun cherche l'autre cherche à maximiser ce troupeau, l'autre cherche à agrandir sa zone de production agricole. Qui fait qu'il faut qu'on trouve un début de solution pour résoudre ces problèmes. Parce que vous voyez dans les pays sahéliens, les communautés des éleveurs sont l'un des facteurs qui alimentent l'insécurité. Parce que la situation n'est pas prise au bras le corps. Ça au moins c'est quelque chose, c'est un constat qui est là, qui est un fait. Alors, le gouvernement, pour ce faire, a décrété d'aménager des zones de production bovine. Des espaces sont entre 100 voire 300 hectares à délimiter dans chaque région. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'adopter une telle politique? Ça peut être une solution? Bon, c'est une solution parmi tant d'autres. Dans la mesure où, si je prends mon village Soudou, le canton de Soudou, Assoli 3, c'est un problème, je peux dire, c'est presque problème, dans le mois il y a le problème là. C'est récurrent. Entre éleveurs et agriculteurs. Nous avons des éleveurs qui sont là. Eux, ils sont de là. Mais il y a des étonnements. Mais il y a ceux qui viennent, comme mon co-débatteur nous dit que bon, c'est une communauté, de ne pas les appeler les étrangers, mais vous ne pouvez pas expliquer ça à quelqu'un qui est là, que lui là n'est pas étranger. Chez eux, ils le voient comme un étranger. Et puis souvent, c'est eux qui commettent des bavures. Si je prends l'exemple de Cosette, les maniocs séchés, vous amenez vos troupeaux et vous laissez brouter ces maniocs séchés. Mais ceux qui sont là ne le font pas. Vous voyez le problème? C'est ceux qui amènent des problèmes. À Soudou,
il y a des collectivités, quand le gouvernement a demandé, ils ont trouvé au moins 50 hectares pour mettre à la disposition du gouvernement. C'est pourquoi il dit c'est... Mais le problème, il faut de la pédagogie. Surtout, c'est des passants. C'est pas des... Ceux qui sont sur place, je prends le cas de mon village, ils n'ont pas trop de problèmes parce qu'ils se connaissent. Ils s'entraident. Mais c'est ceux qui quittent surtout vers les régions sahéliennes qui causent de grands problèmes. Selon vous, nous sommes aujourd'hui le pays de la communauté. Vous avez commencé à évoquer le sujet. Le gouvernement a aménagé des espaces. En tout cas, c'est la dynamique actuellement en cours. Il faut trouver des zones de production bovine et donc le gouvernement a choisi certaines localités. Vous estimez que c'est une solution? Oui, c'est un début de solution parce que vous voyez actuellement avec le chef de l'État, il a pris ce problème de la transhumance à bras le corps. Ce n'est pas pour le rien qu'il a nommé un ministre d'État chargé de la transhumance et les ressources halieutiques. Pour votre information, à partir du 22, le ministre d'État a élaboré un plan d'action de 10 jours de sensibilisation qui va commencer de 50 jusqu'à Grand Lomé. L'action est mise du 22 octobre au 31 pour aller de 50 jusqu'à Grand Lomé, sensibiliser, réunir les communautés des éleveurs et les agriculteurs, et les maires, les préfets, les acteurs, les leaders de toutes ces communautés-là. Ils ont programmé cette sensibilisation pour vraiment voir quelle voie on va adapter pour réduire les tensions entre ces deux communautés. Parce que c'est une communauté, par exemple, je prends la communauté des éleveurs, c'est des gens qui ont l'habitude de vivre dans les jungles, dans la brousse. Ils vivent pratiquement rarement dans les zones libres où il y a les gens. Souvent, ils sont en brousse avec les animaux. Bon, leur esprit est un peu récalcitrant à la communication. C'est pour cela que l'accent doit être mis sur la pédagogie, la sensibilisation, comme vient de décider le ministre d'État. Je crois que si on aille dans ce sens-là, on va les convaincre d'adopter les nouvelles techniques de l'élevage. Parce que vous voyez qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, en Afrique en général, on a plus de têtes de bœufs. C'est la région qui a plus de bœufs dans le monde. Mais nous produisons moins de lait. Et nous-mêmes, les populations des éleveurs bénéficient moins l'avantage de leur activité. Parce qu'ils ne vivent pas correctement, leurs enfants ne sont pas scolarisés. Ils ont leur troupeau, c'est même un facteur d'insécurité pour eux-mêmes. C'est pour cela que la pédagogie, la sensibilisation peut nous amener à les convaincre d'adopter les nouvelles pratiques de l'élevage. L'innovation qui est prouvée dans toutes les régions du monde, c'est-à-dire avoir moins de troupeaux, les stabiliser dans des sites reconnus et maximiser la production laitière, par exemple. Parce qu'on dépense des milliards de francs CFA chaque année pour importer le lait en poudre de l'Europe ou de l'Asie ou de l'Amérique latine, souvent au Brésil, Argentine. Mais en même moment, nos éleveurs ici, ils peinent à produire 1 litre de lait ou 2 litres de lait par jour. Dans les autres régions du monde, on produit entre 10 et 20 litres par tête. Vous voyez, les diagnostics que nous on a fait avec beaucoup, tous les experts sont d'accord sur ça. On ne peut pas réduire ce problème, régler ce problème de la transhumance tant qu'on n'a pas convaincu les acteurs de cette filière-là une nouvelle approche de l'élevage. Ok, on va en arriver là tout à l'heure, mais je vais vous demander, monsieur Soulé, est-ce que vous avez le sentiment que le Togo dispose d'autant d'espace à consacrer 300 hectares, par exemple, par région, à l'élevage? Ouais, bon. Je vous ai donné le cas de Soudou. Parce que les agriculteurs aussi sont là. Je vous ai donné le cas de Soudou, la commune 3. Oui. La commune 3, elle seule a donné 50 hectares. Si on prend les 3 communes, si au moins ça fait 150. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Si chaque commune peut donner jusqu'à 50, au moins, Bafilo seul, la province d'Assoli au moins, à 150. Donc c'est un peu bon. Sinon, on a des terrains, on en a. Donc les agriculteurs ne vont pas se plaindre qu'on a arraché leur terre pour donner aux éleveurs. C'est pourquoi mon co-débatteur vient de le dire, il faut de la pédagogie, la sensibilisation. C'est un peu un bâton magique.
il vient de le dire, effectivement, les éleveurs, ce ne sont pas des gens qui cohabitent avec nous. Ils sont dans la brousse, parce que les animaux, c'est dans la brousse. Mais si on prend le cas de l'Europe, les animaux, le plus souvent, sont dans des enclos. Donc, pour les faire venir, il faut chaque fois s'approcher d'eux. Même les espaces qu'on demande là, vous croyez que ça serait facile? Ils vont accepter? C'est pas facile. Ça, c'est clair. Il faut avoir c'est réservé. Beaucoup de sensibilisation. Il faut beaucoup de sensibilisation. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Je peux vous dire que les gens quittent Tchad avec leur troupeau. Les gens quittent Mali avec leur troupeau jusqu'au Togo. Bon, c'est lui là, vous allez dire que vous allez le mettre dans un enclos. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il faut la sensibilisation dans la sous-région. C'est pas au Togo seul. C'est pas au Togo seul. Les gens là, ils viennent de le dire. Les gens qui te parlent, les gens qui te... Bon, si on sensibilise les Togolais, et ils ont compris. Et celui qui vient, si lui n'a aucune sensibilisation, mais c'est comme on n'a rien fait. Est-ce que ce volet-là est pris en compte, cette sensibilisation dont vous parlez sur 10 jours, ça prend en compte les frais de la communauté ouest-africaine? Bon, la sensibilisation que le ministère d'État a élaborée, m'a envoyé le tête, je crois que ça prend en compte les leaders de ces communautés des éleveurs qui vont être sensibilisés, formés. À leur tour, quand ils vont rentrer dans leur hameau et dans leur campagne, ils vont expliquer les éleveurs le projet qui dispose l'État togolais envers les éleveurs, comment on veut moderniser l'élevage. Maintenant, c'est avec toutes ces synergies d'action-là, je crois qu'on peut arriver à les amener à changer avoir une nouvelle approche de l'élevage. Parce que si on a créé les zones d'aménagement de production bovine, ce qu'on a déjà dans toutes les 5 régions du Togo, si on n'arrive pas à les convaincre de converger vers ce site pour rester pour avoir bénéficié des services sociaux de base, tels que la vaccination des troupeaux, avoir des zones où ils vont brever les vaches vont avoir accès à l'eau, et eux-mêmes, s'ils intègrent ce projet correctement, ça nous facilite les choses, parce que ça permet à nous-mêmes, l'État, d'accéder à leurs enfants pour les mettre à l'école, et ils vont bénéficier de tous les soins, tous les droits sociaux qui disposent notre pays d'accueil. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y aura une compréhension mutuelle de comment l'autre vit, comment l'autre comprend, comment il réagit. S'il arrive à intégrer ces zones aménagées, ce que l'État a prévu pour l'activité des comités des éleveurs, je crois que ça va réduire au maximum le problème entre ces deux communautés. Parce que c'est ce que, à mon avis personnel, la sensibilisation qui est programmée les 10 jours là, ça va être une très bonne chose, un très bon débit pour vraiment dissuader les éleveurs de continuer à divaguer leurs animaux dans la brousse comme ça, dans toutes saisons, quoi. Alors, vous estimez tout à l'heure que ce ne serait pas facile, parce que c'est une communauté qui n'est pas facilement d'accès, qui ne croit pas véritablement à ce que de l'extérieur on leur propose, parce que, vous leur demandez de compter leurs têtes de bêtes, ils vont refuser. Vous leur demandez par exemple de se désarmer, ils vont refuser, parce que c'est avec ces coucoupes et ces fusils qu'eux, ils arrivent à éloigner certains animaux sauvages qui veulent s'attaquer à leurs bêtes. Alors, est-ce que vous pensez qu'un matin, on peut leur dire, bon, oui, même si c'est sensibilisation, d'accord, mais est-ce que ce serait facile? 10 jours, ça suffit? Bon, 10 jours, c'est tout juste pour annoncer. C'est pourquoi nous parlons de la pédagogie. Donc, la pédagogie, c'est la répétition. Donc, selon vous, on ne va pas s'arrêter à ces 10 jours-là? Ah non! Les chefs cantons, les CDQ, les maires, tous, les préfets, ils seront inclus. Parce que c'est un problème récurrent. C'est très, très, très dangereux. Ce que nous parlons simplement ici, c'est pas ce qui se passe dans les coins et recoins de nos villages. Hein. Parce que d'abord, ils ont un problème de dialecte. Quelqu'un qui arrive ne comprend pas votre langue. D'abord, ça énerve. Et de deux, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus d'espace vert comme avant. Et la raison, c'est l'être humain qui est même le danger de
la nature. Comme l'a dit quelqu'un, notre maison brûle et on regarde ailleurs. Problème de climat. Aujourd'hui, certaines eaux tarissent, les lacs se réduisent. Même pour venir ici sur l'information ce matin, j'aurais appris même que les 2 rivières au Tchad sont à 8 mètres de hauteur. Aujourd'hui, c'est dans les régions sahéliennes qu'il y a inondation. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est dans les régions sahéliennes qu'il y a d'inondation. Donc cela veut dire qu'ils sont obligés de déplacer chaque fois à venir. La transhumance, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans ça, je dis qu'il y a eu immigration. Quelqu'un bouge parce qu'il cherche un lendemain meilleur. Donc, quand vous voulez lui, vous voulez vous interposer, est-ce qu'il va accepter? Non, parce que nous avons besoin, le corps a besoin des deux là, l'éleveur et l'agriculteur, dans son assiette. Vrai ou faux? Alors, donc, il faut depuis là-bas qu'ils s'entendent, c'est forcé. C'est comme la langue et les dents. On doit vivre forcément ensemble. Alors, c'est possible, cette communauté qui est plus ou moins agressive, ça, il faut le mettre entre griffes, du fait des conditions dans lesquelles elle opère. C'est la brousse, il faut prendre des dispositions pour ne pas être agressé par des bêtes. Donc cela les amène à s'armer parfois. Ça peut être des manchettes, mais également des fusils. Et c'est parfois avec ces fusils-là que les conflits avec les agriculteurs se soldent souvent par des meurtres. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, on peut déjà les amener à intégrer les enclos et se débarrasser de ces armes facilement? Bon, la sensibilisation est en cours. Vous voyez, nous, on n'a pas, depuis pratiquement 7 à 8 ans, chaque année, on fait des ateliers dans toutes les 5 régions du Togo. On les sensibilise. Même la fois, cette fois, on les a dit, bon, pour avoir les massettes, souvent, ce n'est plus conseillé comme ça. Mais souvent, ils disent, en marchant en brousse, souvent, ils ont des obstacles. Il faut couper un arbre, un tronc, un petit filet, pour pouvoir passer. Souvent, c'est à ça qui sert leur massette. Mais au niveau du Togo, j'avoue qu'il faut qu'on soit clair. On n'a pas des éleveurs armés au Togo. Ce phénomène-là, on peut l'identifier au Nigeria, ou bien peut-être dans d'autres pays. Mais au Togo, si ce n'est pas un intrus, on peut avoir un éleveur qui réside au Togo, ou bien qui est togolais, qui marche en bourse avec un fusil, soit un fusil local ou un classe. Ça, on peut les taxer et tout, mais on n'a pas identifié de ce phénomène-là. Mais le problème de Massette, lui aussi, il est là, il est pertinent. Mais c'est des trucs qu'on peut... Ce n'est pas tous les gens qui ont les massettes qui peuvent être violents envers les communautés des agriculteurs pour les attaquer avec ça. Mais c'est des cas qui arrivent, vous voyez, dans tous les cas, il y a des exceptions près. Mais le problème de massette là, c'est de... Bon, c'est à débattre, voir est-ce que le pour ou le pour et le contre. Et le contre. Voilà. C'est ce que moi je peux évoquer dans ce sens-là. Alors, vous voyez le problème là, ça serait très très difficile de les désarmer. Parce que c'est comme un soldat sans fusil. mais quand ils seront dans l'enclos, ils n'ont plus besoin. Je dis, ne va plus les agresser, non? nous prions qu'ils soient dans les enclos. Parce que quelqu'un qui a quitté le Mali, il traverse. Ça lui laisser dans un enclos. Il n'est pas venu, il n'est pas résident. Il est de passage. C'est ce qu'il a dit. Les éleveurs que nous avons au Togo, ils ne sont pas agressifs. Il y a même allé jusqu'au viol. N'oubliez pas ça. Je demande à mon co-débatteur s'ils vont dans les sensibilisations, ils n'ont qu'à relever ce problème. Ceux qui viennent d'ailleurs, ils violent. S'ils voient que c'est une seule femme dans la brousse, ils les attaquent. Il y a ce problème dans mon village. Je ne veux pas revenir sur les mauvais souvenirs. Ça s'est passé un peu partout où on a enlevé des bras jusqu'à on est arrivé à la mort. Donc, c'est un travail que je demande au ministre d'État de s'intensifier. Je le connais. Bon, je n'ai jamais vu quand même, mais je l'ai vu travailler. Et la région d'où il vient, ce sont des éleveurs. Donc, il connaît. Le chef de l'État n'a pas fait un choix anodin.
Il connaît d'où le ministre vient. Donc, il connaît le problème des peuples. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, les terroristes, s'ils ne sont pas armés, s'il y a des terroristes, on a des nouvelles où on emporte les bœufs des gens, ils vont se défendre comment? Donc, raison de plus pour beaucoup plus se mettre dans les enclos que l'État va mettre en place, qu'on soit en transhumance ou non, histoire donc d'être sécurisé, parce que l'État peut aussi mettre des soldats à disposition. Mais bien sûr, il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous. Donc, c'est un élément supplémentaire, M. Baldé, par exemple, pour les motiver, parce que ces enclos, c'est beaucoup plus gage de sécurité, parce que l'État ne va pas les mettre comme ça, là, sans pouvoir les sécuriser avec des forces. Les enclos, là, j'avoue que si on arrive à réaliser les enclos, là, on va réduire 95% des problèmes entre ces deux communautés-là. Vous voyez, actuellement, la transhumance inter-État est réduite au maximum. Parce que comme il y a les interdictions, il y a les gens qui viennent quand même, mais ce n'est plus récurrent, ce n'est plus beaucoup comme quand la transhumance était ouverte. Parce que même quand aussi c'était ouvert, il y avait les couloirs délimités en commun accord entre les pays voisins. Entre le Togo et le Burkina Faso, il y a des couloirs vers Mango et autres là qui est délimité, qui est connu par tous, que nous on sensibilisait les gens, à partir du pays de départ, il faut vacciner les troupeaux, et puis quand vous venez, c'est cet endroit là qui est délimité pour votre passage au niveau de Mango. Vous savez, il y a un grand lieu là-bas où les animaux viennent se regrouper, il y a beaucoup de pâturage là-bas. Mais maintenant, comme c'est interdit officiellement, même si certains, comme les frontières ne sont pas matérialisées en tant que telles, ne respectent pas, ils viennent, mais si on arrive à réaliser les zones aménagement productif que l'État a mis à la disposition des éleveurs, ça va réduire beaucoup de problèmes. Mais le problème où on doit mettre l'accent, c'est sur la sensibilisation. Les sensibiliser, les expliquer. Parce que même la fois passée, on était invité au Ghana avec le président national des éleveurs du Ghana. Au Ghana, ils ont mis ce centre-là, entre-temps, ça fait 2 ou 3 ans comme ça, ils ont identifié certains centres. Mais quand ils ont dit les éleveurs d'amener là-bas les vaches, quand ils ont amené la gestion du centre, a fait que tous les éleveurs qui ont amené le troupeau là-bas, ils n'ont pas résisté. Ils sont souvent morts, mais ils sont amaigrés jusqu'à les éleveurs sont obligés de venir les reprendre pour les amener encore dans leur zone de pâturage. Parce que si les centres qu'ils ont aménagés comme ça, s'ils sont mis seulement à la disposition des fonctionnaires qui ne maîtrisent pas le domaine de l'élevage, quand Aladji Mamadou amène leurs troupeaux, ils sont là-bas, et ils voient que les troupeaux ne sont pas bien entretenus, les autres là, ils n'auront pas à avoir le courage de venir intégrer ces centres. Oui, oui. Parce que c'est un facteur. Souvent, quand l'État prend des bonnes mesures, des bons dispositifs, mais souvent le problème, c'est là à l'exécution. C'est là-bas qu'il y a le problème. La mise en œuvre. La mise en œuvre. Parce que si on n'a pas mis les centres là, la gestion des centres là devait être mise à la disposition de ces communautés des éleveurs. Ils s'organisent, comment nourrir les bovins, comment les abreuver. Et l'État, le service de l'élevage, va venir seulement de côté technique, vacciner, et puis dépister si des éventuelles pandémies ou des maladies. C'est le rôle minimum que l'État doit participer aux gestions de ces centres-là avec un peu de recul. Mais s'il prend tout en ça, il prend tout comme un système d'administration, comme ça fonctionne dans les bureaux, j'avoue que les centres-là ne vont pas réussir. Voilà un exemple palpable, puisque le Ghana a déjà fait l'expérience, on doit pouvoir s'inspirer de ça normalement, non? C'est pourquoi on dit, quand les gens disent que les lois sont têtues, je dis non, c'est l'être humain qui est têtu. Parce qu'il faut, comme il vient de le dire, ils ne sont pas habitués à ces gens comme ça. Même l'être humain, au moment de Covid et tout ça, ce n'est pas tout le monde qui a accepté d'aller se faire vacciner. Donc cela veut dire que chaque fois, il faut lui expliquer. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait mon champ de manioc. C'est sur ça que je compte. Je viens un bon matin, je vois l'éleveur qui a tout déraciné et coupé en morceaux et ses bœufs sont en train de manger. Comment je peux faire? Sinon, les espaces que le gouvernement a demandé, c'est dans leurs intérêts.
C'est dans l'intérêt des éleveurs parce que c'est eux qui provoquent. Donc, mais c'est à eux d'expliquer plus, qu'ils comprennent. Et que l'État leur laisse la chance de ne pas trop s'imposer sur eux. Parce qu'ils n'aiment pas d'imposition. Ils n'aiment pas qu'on s'impose sur eux. Parce que c'est des gens, il faut les travailler d'abord. Vous voyez? Il faut les travailler. Quand vous... Bon, moi je connais un peu les gens. Ceux qui sont sédentaires, ceux qui sont sur place, oui, il n'y a pas de problème. Vous pensez aujourd'hui que si l'État met en place par les autres en question, qu'on leur laisse la main comme le souhaitait M. Amadou Ouri, qu'on leur laisse carrément la main? Non, on doit faire au moins. C'est dit, comme il a dit, si vous voulez tout prendre, les contrôler, ils ne vont pas accepter. Venez seulement les vacciner, les donner des conseils, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas vacciner. Mais dire que voilà, c'est le mode de vie que vous leur demandez de faire, ils vont vous dire, Je ne sais pas si vous me comprenez, parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, il faut les expliquer, il faut des explications. Alors, vous parliez de technique d'élevage qui n'est pas adaptée parce que nous avons sur l'espace africain sahélien plus de têtes de bétail dans le monde, mais malheureusement, on importe encore davantage du lait. Alors, aujourd'hui, les maintenir sur place, ça peut donner le résultat que vous proposez là? Non, si on arrive à réaliser le projet de l'État là, on va avoir plus de lait, jusqu'à même on peut exporter le lait au niveau du Togo par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de vaches. Si par exemple chaque vache qui nous donne 1 litre aujourd'hui, ou bien d'autres même qui ne donnent rien, nous donnent 10 litres minimum par jour. Vous voyez le nombre de vaches qui met bas chaque année ici au Togo. On ne pourra pas consommer tout le lait là au niveau du Togo. Parce qu'on serait obligé d'avoir des industries de transformation en lait pour le exporter dans les régions ouest-africaines, même dans d'autres régions d'Afrique. C'est les mêmes pâturages que les animaux vont brouter, mais qu'est-ce qui va changer? Non, il y a actuellement un des fourrages développés, c'est-à-dire par les universités, telles que nous, on avait envoyé deux de nos membres à l'université de Cape Coast, Accra, au Ghana, Cape Coast, et puis à l'université de Komansi. Ils ont appris là-bas, il y a une nouvelle fourrage identifiée, développée par les Espagnols, et les Brésiliens ont repris le même fourrage. C'est une fourrage qui est très nourrissant pour les animaux et qui peut résister aussi à l'environnement, au sécheresse, si c'est établi que le produit est planté et ça a poussé. Maintenant, si on a intégré les deux facteurs là, c'est-à-dire en cultivant dans les zones là, une partie on cultive le fourrage, d'autres parties les animaux sont là. Parce qu'un hectare bien reçu peut nourrir 50-60 vaches sur place pendant 12 mois. Un seul hectare. Parce que quand vous coupez, ça se régénère rapidement. C'est comme on appelle ça napia gracia, c'est comme des cannes à sucre, mais qui est très nutritif pour les animaux, qui les engraisse rapidement pour les mâles. Pour les femelles, quand ils sont nourris par ces plantes-là, ça donne plus de lait. Mais je crois que c'est la productivité de ces centres-là, la gestion de ces centres-là, pour réussir à mettre les techniciens qui ont cette savoir-faire-là et les communautés des éleveurs pour que les deux entités-là puissent travailler en synergie pour réussir à vraiment moderniser sans aide d'approche pour arriver à l'objectif financier que le métier nourrit son homme. Aujourd'hui, le métier de l'élevage ne nourrit même pas l'éleveur, c'est-à-dire il vit comme de jour en jour. De jour en jour. Ah bon, vous avez dit que chez vous, il y a presque, bon, le village, il y a des éleveurs dedans. Bien sûr. Mais on dit souvent quand même que les éleveurs sont riches, c'est pas vrai? Les éleveurs sont riches, mais on parle de quelle richesse? C'est parce qu'ils ne font aucune dépense. Tout ce qu'ils cherchent, seulement si je donne un exemple terre à terre, il va au marché, c'est le sel seulement, il achète. Tout le reste, il a ça chez lui. Mais nous, citadins, on achète tout. Donc si souvent on dit que l'éleveur est riche, pas de ce côté, hein. Donc ça ne lui rapporte pas autant d'argent? Ah non, ça ne lui rapporte pas. Parce que si je prends un éleveur, c'est difficile à lui-même de vendre. Si vous voyez, il vend, c'est qu'il se trouve dans une nécessité. Il ne vend pas pour garder l'argent. Il préfère voir ces animaux comme ça,
que d'avoir de liquidité. Parce qu'il n'a aucun projet d'investir l'argent là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'a aucun projet de ça. Donc il est riche de la tête de troupeau. Les éleveurs qui sont là-bas, s'il est dans un milieu, même si ses enfants meurent, ce n'est pas un problème. Mais si un bœuf meurt aujourd'hui, 2 mètres, il dit non, le lieu là n'est pas mort, il se déplace. Vous voyez jusqu'à quel niveau le bétail est important à lui. Parce qu'il s'est dit que l'enfant, si il est mort, je peux faire un autre. Mais et si le bœuf est mort? Il ne peut pas se reproduire. Hein? Mais si tout meurt, or c'est sa richesse, c'est sur ça seulement. Et ils ne cultivent pas. Ce ne sont pas des agriculteurs. Vous voyez? Donc c'est des gens, il faut les travailler. Il faut beaucoup les travailler parce qu'ils sont tellement durs à vous accepter. D'abord, si je peux vous dire, dans nos mariages, ils n'acceptent pas qu'on marie leur fille. Vous voyez? Donc, ils sont fermés. Donc, vous qui allez venir les expliquer, ils vous diront qu'on a compris. Mais ils n'appliquent pas. Et dans cette négociation ou dialogue tripartite, je veux dire, l'État quelque part, les éleveurs de l'autre et puis quelques acteurs du système, est-ce qu'il y a parmi eux des gens qui seront associés pour pouvoir dialoguer, pour qu'ils puissent croire au moins? Non, je vois que tu as expliqué le mot risque. Pourquoi on dit l'éleveur est risque? Quand il évalue son avoir, quelqu'un qui a 100 têtes de bœuf, même si tu l'évalues le bovin à 100 000 francs, tu ne peux pas le taxer de pauvre parce que c'est des millions de francs CFA. Maintenant, où il y a le problème, c'est là où cette richesse-là ne lui sert à rien, et lui et sa famille. Au contraire, c'est un facteur d'insécurité pour lui et sa famille, et son amour. Parce que souvent, c'est pour cela, et puis là aussi, il y a un facteur qui est indéniable. Quand l'éleveur il est là, comme il ne cultive pas, il achète tout, hein. Il achète la farine, le maïs, tout ce qu'il mange, les gnam, tout ça là. Comme il n'est pas cultivateur, lui aussi, il achète l'agriculteur ou bien le commerçant. Ce qui fait que quand ils sont passage quelque part, ça crée quand même un revenu à la communauté. Parce que au moment de la transhumance, quand nous on partait en sensibilisation, les femmes qui vendaient dans leur zone, ils disent ah, maintenant il n'y a plus, les éleveurs sont partis. Il n'y a plus, parce que quand il vient, ça donne une ambiance, un microéconomie, système qui fait que quand ils sont là, c'est pas fortuit quoi. C'est pas qu'il vient, quand il vient, il apporte quelque chose. Mais comment on va faire en sorte que ça soit une ambiance festive comme dans les autres? Vous voyez en Europe jusqu'à présent, les Romains, les choses, il y a une communauté on appelle les Ciganes ou quoi là, qui continuent à se déplacer de temps en temps dans des différentes zones. Mais comme c'est bien sécurisé, eux aussi c'est leur culture là-bas, mais ils n'arrivent pas à avoir des problèmes entre eux. Même s'il y a les enclos, mais il y a jusqu'à présent, même en Europe, il y a certaines communautés qui se déplacent d'un côté à un autre. Même ils sont en mouvement à tout moment, parce que c'est leur culture. Mais l'essentiel que les couloirs délimités, dans les préfectures, dans les régions, les centres aménagés, il faut qu'ils aient ce soit leur point de chute, quoi. Maintenant, au niveau, en passant, là où ils passent, ils créent un système, ils créent une valeur ajoutée dans leur zone de passage, parce qu'ils achètent, ils consomment, et ce qu'ils achètent là, ils achètent ça avec les agriculteurs, ou bien c'est les agriculteurs qui bénéficient leur achat, parce que c'est eux qui cultivent le produit qu'eux aussi ils consomment. Vous voyez, non? Et souvent, même quand il y avait la transhumance, quand ils amènent les troupeaux aussi, ce n'est pas tous les troupeaux là qui repartent. Il y a les acteurs qui sont là, qui l'attendent quand il vient avec les vases amaigris, il achète ça à moindre coût, il les engraisse pendant 3 ou 4 mois, il les revend avec un prix, le double de le prix qu'ils ont acheté. Tout ça, c'est des systèmes de revenus, des systèmes d'économie économique qui apportent un plus à l'économie. Mais comment faire pour faire en sorte que ce système-là, cet apport-là, soit bénéfique pour tous les deux communautés, mais ça ne soit pas un facteur d'insécurité et de viol et de mort. C'est tout l'enjeu de ce projet, de ce centre d'aménagement pour la production là. Alors, M. Baldé, vous êtes quand même le président d'une coopérative laitière, qui plus est,
Alors, vous estimez que l'éleveur est riche de la tête de son bétail compte tenu donc, du nombre qu'il a, c'est en fonction de ça qu'il estime sa richesse. Mais si vous lui dites de réduire cette taille-là et de produire du lait, en quoi c'est bénéfique pour lui? Non, dans tous les cas de figure, la production laitière, ça lui rapporte plus que les vaches. Parce que vous voyez, par exemple, si un vache donne 10 litres par jour et vous vendez le litre à 200 francs, vous avez 2000 francs. Et si vous avez 20 vaches qui mettent bas, 2000 fois 20, vous êtes à 40 000 par jour. Maintenant, les 40 000 là, tous les études ont montré, s'ils sont sur place dans un enclos, tu peux avoir là-bas les moyens pour acheter leurs médicaments, leurs compléments alimentaires, et le revenu qui va rester, ça va te permettre d'améliorer. Vous voyez le problème avec eux là, ils n'ont pas habitué à une vie, c'est-à-dire normale, aisée, apaisée. Maintenant, quand ils vont avoir ce confort-là en eux, ils vont voir que les mentalités vont changer. Quelqu'un qui est dans son confort, il ne veut pas la violence. Il veut vivre, il a un projet de vie parce qu'il a ses enfants à l'école, il vit bien. Quand quelqu'un vit bien, vous voyez, la plupart des cas, l'être humain aime le confort. Quand ils seront habitués à ce système-là, vous allez voir que tout le monde va imiter ce système-là. Il n'y aura plus de mouvement de troupeaux comme ça se fait actuellement. Et c'est un facteur que tous les études ont montré que le lait, dans les autres régions du monde, ce n'est pas en vendant les vaches qui gagnent de l'argent, c'est en vendant le lait. Notre Afrique, l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, même en Afrique australe, par exemple au Rwanda, ils produisent plus de 30 000 litres par jour de lait et qui sont consommés dans la ville de Kigali. 30 000 litres, vous voyez. Nous aussi au Togo, à peine on produit 5 000 litres par jour. Maintenant, vous voyez les régions comme le Rwanda, leurs vaches donnent 8 à 5 à 6 litres par jour. Mais nous ici, on a en peine de trouver 1 litre. Mais toutes les études montrent que l'éleveur vit mieux avec son lait qu'en vendant les vaches. Maintenant, quand il gagne le revenu avec le lait, il n'a pas le souci de maximiser le troupeau. Parce que l'objectif de l'homme, c'est de vivre mieux. Mais comment changer les mentalités? C'est là le problème. Alors, vous pensez que effectivement, si on adopte cette approche-là, les éleveurs vont beaucoup plus rentrer vite dans les rangs? Parce qu'on va leur montrer l'importance de produire plus de lait que d'avoir beaucoup de têtes de vaches. Oui, mais dans ça, il faut que le gouvernement trouve des instructeurs. De temps à autre, d'aller les regrouper, les enseigner, comme il explique. Leur donner des exemples, ça va leur travailler dans la mémoire. C'est ce qu'il dit, de toute façon, il a démontré, c'est vrai. Je préfère avoir un petit groupe et je vends le lait chaque jour. J'ai plus l'argent que d'avoir un tas de bétail qui ne me rapporte rien. Il faut que je trouve un chétif à les vendre. Vous voyez. Donc, vaut mieux ce qu'il a dit, vraiment, je suis d'accord. Et j'exhorte au gouvernement de chercher des instituteurs pour ça, de les expliquer, parce qu'il faut l'explication. Ce qu'il vient de démontrer là, oui, c'est clair. Une chose est claire, nous sommes dans le mois d'octobre, c'est le mois de consommation local. Vous et moi, on sait très bien, même si peut-être parmi nous, il y en a qui ne sont pas habitués à la consommation du lait. Oui. Le lait produit au Togo, est-ce que vous allez aimer consommer ça que le lait importé? Ouais, moi, à chaque fois, je suis à BTCI. Hein. Moi, je consomme du lait. Je consomme du lait. Le lait, c'est un aliment très riche en vitamines. Seulement... Le lait de... Oui, de la base, ce qui est naturel. Au Togo, ici? Au Togo, ici. Il y en a. Si vous allez à l'ancienne zone BTCI, on vend ça là-bas. Moi, je m'en vais. Dans la semaine, au moins 2 fois, je paye. Ça, je vois ça, c'est naturel. Plus que bon, ce qu'on a travaillé en poudre, tout ça, là, je vois ça directement. Des fois même, je vais jusqu'à l'enclos. Je sais traire le lait. Je sais traire le lait. Oui, parce que vous provenez quand même d'un village de l'élevage. Je vais vous donner un exemple. Même, il y a le matin, les enfants même, ils s'en vont chasser les petits bleus là, ils mettent leur bouche directement. Et ils remplissent son ventre et ils vont à l'école. Ils têtent la vache. Il remplit son ventre, il va à l'école. Alors, Président Amadouri, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le consommation local oblige la quantité de lait que nous produisons au Togo, même si aujourd'hui on décuple cela, on produit peut-être 40 000 litres,
Est-ce que les Togolais vont accepter consommer ce lait, contrairement à ce qui est importé, au vu de ce que vous avez comme résultat sur le terrain, parce que vous êtes dans une coopérative laitière? Non, vous voyez, le lait est demandé et consommé. Le problème qui se pose au niveau de filière lait au Togo, c'est comment mettre un système de collecte fiable et l'acheminement fiable dans la ville de Lomé. Vous voyez, à l'heure où nous parlons, quand l'éleveur, le collecteur de lait, il va dans les régions de plateau, souvent c'est là-bas il y a plus de lait. Quand il collecte son lait là-bas, à 200 km de Lomé, au cours de route, si ce n'est pas un système adapté de conservation, s'il y a un petit embouteillage, un petit accident, parce que le lait, quand on le traite, 2 heures de temps après le trait, s'il n'est pas transformé, il change de nature, il se gâte. Il ne peut pas le transformer en fromage ou en yaourt ou en quoi que ce soit. Le problème de filière lait au Togo, c'est de faire en sorte que nous, on est dedans, on voit que quand on a commencé, il y a des périodes où il y a beaucoup de lait, mais le déficit de système de collecte et d'acheminement dans la ville de Lomé, c'est le centre de consommation. Il y a un travail que l'État doit faire là-bas pour qu'on puisse le mettre à disposition de ce secteur-là un système de collecte fiable. Par exemple, nous, on a fait un séminaire à Agné en 2019. On a fait venir les Indiens. Ils nous ont montré, par exemple, en Inde, c'est l'État même qui a mis des comptoirs d'achat de lait. Quand l'éleveur indien, il a 2 vases qui lui donnent 20 litres, après, vous voyez, l'Inde, presque les communautés des éleveurs là, ils ont le même niveau de vie que nous en Afrique ici. Ce n'est pas les grands mégalopoles comme Mumbai et autres qui concentrent leur activité. Mais quand ils collectent le lait, ils mettent dans un galon, ils mettent sur le vélo, mais quand ils pédalent 30 minutes, il trouve un comptoir disposé là-bas où il peut vendre son lait, il achète l'aliment de bétail et lui-même ses propres besoins. Il rentre dans le hameau, qui n'est pas un ranch comme on voit en Europe et aux États-Unis. Mais le système, comme c'est accompagné par l'État, il vit correctement de ça et ça donne la production est assurée. Quand on produit, l'achat est garanti et quand le produit est recueilli, il est mis dans un système de traitement et de commercialisation fiable, qui fait que ça donne des revenus pérennes aux éleveurs. Parce que comme je vous ai dit, si les éleveurs voient que si je reste ici, chaque jour moi je vends mon lait, je gagne de l'argent, je m'habille bien, je mange bien, mes enfants sont à l'école, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Parce que l'être humain, ça fait cesse comment améliorer sa condition de vie. C'est tout le problème qu'on doit mettre en œuvre au Togo pour arriver à régler ce secteur-là. Alors, c'est peut-être les derniers mots que je vais recueillir chez vous. Alors aujourd'hui, voilà donc le problème, on va les sensibiliser pour qu'ils aillent dans les enclos. Mais quand ils vont commencer à produire de lait, il faut mettre un mécanisme pour pouvoir les aider. Bien sûr, il faut que l'État s'investisse. Parce que nous sommes dans le mois de consommation locale. Nous tous nous disons que ce qui est local est plus cher que ce qui est importé. Donc l'État est tenu à investir. Parce que si ce que je produis chez moi, je le trouve moins cher, je ne peux pas acheter ce qui vient d'ailleurs cher. Mais souvent vous avez dit que si je prends le cas du riz, on va dire le sac, il faut aller dans les laboratoires voir le sac, est-ce que c'est adaptable, le riz, tout ça là, ça revient cher. Donc si l'État investit, surtout dans la production de lait aussi, comme il a dit, il y a des lieux où il faut aller vendre. Les gens ne vont pas souffrir. Les gens ne vont pas souffrir. Alors, Président Madouri, la campagne de sensibilisation va bientôt commencer. Juste inviter donc les éleveurs transhumants à une certaine pratique plus ou moins commode à la réalité. Donc, permettre également à leurs frères producteurs de vaquer à leurs occupations librement. Mais cela va sans dire. Lorsqu'on ne met pas les outils nécessaires en place, est-ce que ça va durer dans le temps? Bon, merci beaucoup. Ça, je crois que je profite pour votre plateau pour appeler tous les leaders de ces communautés des éleveurs-là de se mobiliser pour accueillir le ministre d'État avec sa délégation. On serait parmi la délégation pour faire la sensibilisation. Quand on vient, vous êtes là, vous expliquez vos problèmes. Et le ministre avec son équipe, il prend de notes. Et après la réunion, on fait la synthèse, on sort quelque chose de concret. Quand arrivé ici, il soumet au gouvernement
il y aura un début d'exécution. C'est pour cela que tous les éleveurs, le comité des éleveurs, les leaders, les cantons, les ceux de qui, tout le monde doit se mobiliser pour venir chacun apporter le problème de sa localité pour qu'ensemble on trouve un début de solution à ce problème de transhumance et de l'insécurité autour. Je crois l'insécurité dans ce domaine-là. Je crois que ce serait très bénéfique pour tout le monde. Donc, il y a possibilité que agriculteurs et éleveurs vivent pacifiquement. Non, il y a possibilité. C'est l'objectif. Ils sont tenus. Ils sont tenus. Merci donc à vous, Kéziré Sobori Soulé, président de l'association Le Civisme. Merci également à vous, Baldé Amadouri, responsable coopérative laitière du Togo. Ce sera donc tout pour votre émission One Morning sur One TV. Rendez-vous lundi pour d'autres sujets à débattre. À très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.